Et m'a exhorté à être au moins aussi intraitable que lui sur le respect du temps, donc 20 minutes pour chacun de nos intervenants. Et pour commencer, Jean-Pierre Dubras, homme de théâtre, girardien avéré, et qui va nous expliquer son titre un peu énigmatique, Don débat. Émotion d'occasion. Oui, et pour répondre aux catégories de Paul Dubuchel, je suis un anthropologue de bistrot. Voilà, je travaille généralement dans les bistrots, et voilà, donc je suis un anthropologue amateur, mais si j'en crois Roland Barthes, c'est pas forcément un défaut. Voilà, et donc effectivement, j'ai intitulé mon intervention Don débarras, donc je me suis permis un jeu de mots, et ce jeu de mots m'a été suggéré par René Girard, en écoutant donc une conférence qu'il a donnée donc à l'ENS le 5 novembre 2015, évidemment sur son sujet favori, à savoir le rôle de la violence dans la culture humaine. Parce que, de cette manière, mon a priori, c'était qu'il y avait une forme d'incompatibilité entre Le Don et Girard, et finalement, j'ai pu, d'une certaine manière, les associer, mais en renversant justement la proposition que faisait Alain ce matin, je pense qu'effectivement, on peut englober Mauss dans Girard et pas le contraire. Et Essaye. Voilà, donc c'est ce que je vais proposer. Voilà. Et d'une certaine manière, essayer justement de poser le problème de l'œuf ou de la poule, puisque c'est une question qu'on a posée ce matin, donc reposer la question du point de départ, et donc ça je vais essayer de le faire avec quelques propositions de René Girard, mais aussi en allant visiter Marcel Mauss. Parce que je pense qu'en creux, il n'était pas loin d'être d'accord. Voilà, et donc je voulais aussi répondre effectivement d'une certaine, parce que c'est quand même Alain Caillé qui a déclenché la polémique, et qui a d'une certaine manière provoqué ce débat aujourd'hui, cette journée d'études, puisque lors du colloque sur Gérard Bourdieu, donc en 2013, je crois, on a vu débarquer effectivement Marcel Mauss dans ce colloque qui était consacré à Gérard Bourdieu, et donc il a effectivement affirmé que c'était pas le sacrifice qui était premier, mais le don. Bon, donc, problème que nous avons déjà abordé ce matin et que je vais essayer de poursuivre en justifiant, en essayant de poser le problème à partir d'un extrait de René Girard dans Les origines de la culture, où il dit qu'effectivement le don est à l'opposé de l'accaparement, qui est une attitude qui caractérise l'animal dominant, et donc tout ça pour dire que le don ne va pas de soi. Et le processus qui permet non seulement à un animal dominant, mais à la culture tout entière, non seulement l'animal dominant, mais la culture tout entière choisissent de donner à l'autre afin de recevoir de lui, cela est complètement contre-intuitif. Donc, expression catégorique qu'il reprenait donc de la personne qui lui posait la question. Et à partir de là, donc, pour Girard, l'interdit est la première condition de l'existence de liens sociaux, et c'est également le premier signe culturel. Et la seule chose, selon lui, qui puisse produire ce genre de relation contre-intuitive est la peur de la mort. Si les gens sont menacés, donc là on retombe aussi dans l'effet de contrainte qu'exerce donc la menace de la violence, et de la violence, non pas uniquement de la violence banale, mais de la violence, je dirais, monstrueuse, de la violence essentielle. La seule chose donc, qui puisse produire ce genre de relation contre-intuitive est la peur de la mort. Si les gens sont menacés, ils s'éloignent de certains actes, sinon l'appropriation chaotique dominera et la violence ne cessera d'exister. La peur est essentiellement une peur de la violence mimétique. L'interdit est la protection contre ces escalades. Tous ces phénomènes ont été déclenchés par le meurtre fondateur, par le mécanisme du bouc émissaire, ou de la victime fondatrice. Et donc, je cite un extrait de celui par qui le scandale arrive, dont parlait ce matin Lucien.
Donc page 30-32, donc là je suis précis, c'est donc l'édition longue, pas celle de poche, mais l'édition normale. L'interdit porte toujours sur des biens les plus proches, les plus accessibles, donc les plus susceptibles de susciter des conflits, les plus dangereux pour le possesseur naturel. Les cultures sont donc contraintes de tout échanger par leur crainte de la violence entre proches. L'inhibition de la prise est une servitude fondamentale de l'humain. Donc Girard débute par ça, des choses cachées depuis la fondation du monde. Et Frédéric Lordon, dans un ouvrage que je recommande, qui s'appelle L'intérêt souverain, dit à peu près la même chose. Et d'ailleurs, il a, je dirais, une version très girardienne de Spinoza, puisqu'il fait de la pronation la modalité principale du conatus. Et donc, on retrouve, à partir de là, les mêmes problèmes. Et donc, pour Lordon, qui dit à peu près la même chose que Girard, le don n'est pas premier, le problème primitif, c'est le prendre, et c'est de se prendre qu'il faut toujours partir. Le don est une institution qui suit d'une nécessité antécédente, celle de la violence pronatrice à endiguer. Et donc, idem pour la reconnaissance. Comme donner est un geste second à celui de prendre, la conquête du prestige est un succédané de la conquête des choses, un substitut qui vient après. La lutte pour la reconnaissance est le produit du refoulement-sublimation de la lutte pour la captation des biens. Et donc, il me semble que Marcel Mauss lui-même contredit en creux les primautés du don. Quand, après avoir précisé que ces prestations et contre-prestations étaient au fond rigoureusement obligatoires, bien qu'elles se présentaient sous la forme de cadeaux volontaires, il ajoute à peine de guerre privée ou publique. Et encore, page 162, refuser de donner comme refuser de prendre équivaut à déclarer la guerre. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi, puisque si ce sont aussi les prestations, et pas seulement les contre-prestations, pas uniquement la question du rendre, qui sont rigoureusement obligatoires, on se demande pourquoi Mauss ne se demande pas quelle est la force qui pousse à donner la chose, comme il se le demande au sujet du rendu de la chose. Puisque, si on en croit Girard, donner ne va pas de soi. Et c'est à cette question que Girard, dans cette conférence qu'il a donnée donc à l'ENS, et auquel j'ai fait allusion un peu plus tôt, offre une réponse, on l'a évoqué déjà ce matin, prévenir la violence intestine contenue en germe dans ces objets. Donc je vais me faire le porte-parole de René Girard dans cette conférence, où il disait « Tout ce que nous ont dit les avant-gardes sur les interdits culturels ou sexuels dans les communautés primitives, qui seraient dus donc au complexe de ceux qui les inventent et que ça irait mieux sans les interdits, tout ça, il est évident que sont d'obtenus. Et que cette façon de concevoir l'anthropologie, cette idée que les interdits ne servent à rien, ne va pas durer bien longtemps. Et si l'on regarde de près les interdits, et là ce qui est intéressant, c'est qu'il va, je dirais qu'il va raconter un petit peu justement la naissance des interdits, je dirais que c'est mieux qu'un texte écrit. Si l'on regarde de près les interdits des cultures archaïques, on se rend compte que les femmes qui sont interdites aux uns sont prescrites aux autres. Et si l'on se débarrasse des préjugés avant-gardistes, qui sont les préjugés français par excellence, et on peut dire que la France a répandu dans l'univers entier la thèse sur le non-sens de la culture basée entièrement sur les préjugés de ceux qui la fabriquent, ça commence par Rousseau et ça s'exagère de manière prodigieuse. Et si vous regardez bien les interdits, vous verrez que ce que les cultures cherchent à faire, c'est un système qui serait prescrit d'avance et qui proscrirait toute occasion de violence. On peut repenser à l'exemple chinois qu'on donnait tout à l'heure. Et si tout le monde se met à désirer la même femme, et que tout le monde se mette à lui sauter dessus, il est bien évident qu'il va y avoir une sacrée bagarre. Et que c'est de là que viennent les interdits. C'est pour éviter ce genre de bagarre que les hommes ont créé les interdits. Ces interdits ont été créés très lentement, et avec eux, les hommes ont essayé, par une série d'approximations, de supprimer toutes les causes et toutes les occasions de conflit. Et si on regarde certaines institutions dites totémiques, même si le mot est discutable, par exemple en Australie, toutes les denrées sont produites par des groupes séparés. Mais aucun de ces groupes n'a le droit de consommer ces denrées qu'ils produisent, sauf un jour qui est le jour du totem, qui est leur dieu. Et pourquoi n'ont-ils pas le droit de les consommer? Parce qu'ils le manipulent toute la journée et que c'est à ce sujet qu'ils sont le plus tentés de se battre. Donc, on le produit et tout de suite, on s'en débarrasse, donc d'où mon titre, don débarras, pour le donner aux autres, car pour nous, il est horriblement dangereux. Et tous les groupes intérieurs à la communauté font la même chose. Et donc, l'exonomie, c'est la même chose. Et Girard dit c'est bien normal, puisque les femmes que le groupe produit sont beaucoup plus dangereuses à cause des bagarres qu'elles vont ou qu'elles risquent de provoquer
que celles qui viennent de loin, du moins on peut l'espérer, l'escompter. Donc tous les phénomènes d'exopraxie, cette tendance des cultures humaines à sortir vers l'extérieur, chercher des partenaires qu'elles ne peuvent pas trouver à l'intérieur, est dirigée contre la violence. Et on va chercher les femmes loin parce qu'on ne les connaît pas, qu'on a moins de risques de se battre pour elles. Et la preuve que certaines sociétés s'échangent mutuellement donc, les objets, c'est qu'ils s'échangent aussi et surtout les cadavres, leurs cadavres. Et c'est comme ça que la société humaine, pour lui, devient un système d'échange, l'évitement de la violence. Et là, il ajoute, que ça a plus de sens de penser cela que de s'imaginer qu'il y a une mystique du don et du contre-don. Le seul grand anthropologue que l'avant-gardisme de cette époque du début du XXe siècle a gardé, c'est Mauss, parce qu'il s'intéresse à des trucs bizarres. La violence ne l'intéresse pas, il n'en a pas peur, ça n'existe pas. Elle a été inventée par des hommes modernes qui sont mauvais, Rousseau nous l'a appris. Le totémisme qui divinise les objets consommables représente un stade très archaïque et manifeste que la culture humaine est avant tout évitement de la violence interdite. Excuse-moi, tu cites là, j'ai pas compris. Oui, je cite. Okay. Je cite donc cette conférence donc à l'ENS sur le rôle de la violence dans la culture humaine. Mais d'une certaine manière, Girard le dit ailleurs, il te dit, donc d'une certaine manière, il a instruit la polémique avec Mauss. Il le dit ailleurs donc, dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, page 103-109, pour comprendre que les structures de l'échange ne sont pas auto-explicatives, il faut les situer dans le contexte le plus radical qui est le nôtre désormais, c'est-à-dire le contexte de l'animalité. Les animaux ne renoncent jamais à satisfaire leurs besoins sexuels ou alimentaires à l'intérieur du groupe. Jamais ils ne renoncent à l'objet le plus disponible. Pour que le renoncement devienne universel dans l'humanité, il faut qu'une force littéralement prodigieuse ait opéré. Et ce ne peut pas être la passion freudienne de l'inceste qui présuppose la règle, pas plus que la passion lévi-straussienne pour le structuralisme qui la présuppose également. Lévi-Strauss, lui aussi, transforme la chose à expliquer en principe d'explication, mais il reconnaît, avec Mauss, avant lui, et aussi avec Hockart, que le principe de l'échange opère dans tous les domaines et pas seulement dans la sexualité et dans l'économie. Ce qui a pu pousser l'animal en voie d'hominisation à reporter la satisfaction de ses besoins des objets les plus proches des objets plus éloignés et moins accessibles ne peut être que la peur des rivalités mimétiques et la peur de retomber dans la violence interminable. Mais si les membres du groupe avaient simplement peur les uns des autres, ils finiraient une fois de plus par s'entretuer. Non, il faut que les violences passées soient en quelque sorte incarnées dans la victime réconciliatrice. Il faut une espèce de transfert collectif qui fasse redouter un retour en force de ces victimes, une visitation vengeresse, et qui rassemble tout le groupe dans une volonté commune d'empêcher cette expérience horrifiante. D'où l'idée, effectivement, de Lucien de se débarrasser du Dieu. Hockart constate qu'à la limite, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'appétit qui puisse se satisfaire à l'intérieur du groupe, car les membres du groupe se sentent perpétuellement menacés par la rivalité mimétique. C'est vrai, même des rites funéraires. Et c'est dans le cas des morts, d'ailleurs, qu'apparaît la faiblesse des théories qui mettent l'accent exclusivement sur le don et sur l'échange, comme le font Mauss et Lévi-Strauss. Voilà. Et donc, pour corollaire de tout ça, ce qui justifie un petit peu le contre-pied que je prétends prendre par rapport à la présentation de la journée d'études, et que je rappelais à Alain tout à l'heure, c'est-à-dire d'où vient le conflit, première chose, et qu'est-ce qui permet de surmonter. Et moi, je pense qu'il faut aller en deçà, c'est-à-dire non pas se placer sur la résolution du conflit, mais se placer sur l'évitement, sur la prévention. Et donc le don est finalement l'envers de l'interdit, qui lui est primordial, donc il est donc une manière de prévenir le conflit en se débarrassant des objets, en les donnant aux autres. Voilà, et donc j'ai mis assez longtemps à essayer de comprendre concrètement qu'est-ce que voulait dire Girard en disant l'interdit est premier, l'échange positif n'est que l'envers de la prohibition. Donc terrifiés par la mauvaise réciprocité endogamique, les hommes s'enfoncent à reculons dans la bonne réciprocité de l'échange exogamique. Et je pense qu'au fond, même Mauss avait compris ça. Donc je vais vous donner une petite citation. Oui, j'ai bientôt fini. Non, mais je t'en prie. Dans le manuel d'ethnographie, il dit « Ne pas faire est encore une action, un acte d'inhibition est encore un acte ».
Donc tout d'un coup, l'inhibition est un acte positif. Et d'une certaine manière, pour moi, il l'avait pressenti, mais même s'il ne l'a pas théorisé. Et dans la citation que vous avez faite tout à l'heure de la table ronde, moi j'ai relevé une formule, il dit plus de haut bout, et partant plus de querelles. Donc, d'une certaine manière, la soustraction de ce haut bout est une manière de prévenir les querelles. Et donc, pour moi, ça relève un peu de la même pensée. Voilà. Au fond, ça revient à dire qu'au fond, comment dire que l'interdit est premier, c'est dire aussi que ce qui est primordial, et je pense que Bernard Perret aussi a mis l'accent là-dessus, c'est la prévention. La prévention, justement, dans des communautés qui, n'ayant pas de système judiciaire, d'État et de forces contraignantes, sont totalement livrées à la vengeance et extrêmement menacées. Et donc, je fais une citation de la violence et du sacré, page 351. Donc ça, c'était la citation précédente, page 32-36. Tant qu'il n'y a pas d'organisme souverain et indépendant pour se substituer à la partie lésée et pour se réserver la vengeance, le danger d'une escalade subsiste. S'il n'y a pas de remède décisif contre la violence dans les sociétés primitives, pas de guérison infaillible quand l'équilibre est troublé, on peut supposer que des mesures préventives par opposition aux curatives vont jouer un rôle de premier plan. Et c'est ici qu'on retrouve la définition du sacrifice proposée plus haut. Le sacrifice a pour fonction d'apaiser les violences intestines, d'empêcher les conflits d'éclater, définition qui fait de lui un instrument de prévention dans la lutte contre la violence. Et donc je terminerai par un bref volet politique, pour dire qu'au fond, cette question anthropologique et cette question de la relation Mogia, on la retrouve dans le travail que fait Jacques Généreux. Et donc moi, Jacques Généreux est devenu un ami, je suis militant de la France Insoumise, avant j'étais aussi au Parti de gauche. Et je trouve que dans son travail anthropologique, on retrouve justement la prévalence du désir de reconnaissance sur la question des conflits mimétiques. Donc je vais vous lire un bref passage donc, du travail de Jacques Généreux. Donc, puisque ce qu'il faut aussi dire, moi je me bagarre, c'est très compliqué, pour faire valoir justement la question anthropologique dans l'espace politique de gauche. Et je pense qu'effectivement, comme il y a une prégnance marxiste, et que le marxisme est un anti-humanisme théorique, on a beaucoup de mal à faire valoir cette question anthropologique. Et je trouve que le travail de Frédéric Lordon est assez remarquable pour moi, parce qu'il fait valoir cette question, et il la fait valoir de façon absolument pertinente. Après, bon, voilà, on peut en discuter. Il me reste combien de temps là? On m'a passé une montre, mais je ne vois rien dessus. 3 minutes. Bon, ça me suffit. Ça va être bien. Voilà. Donc, la France Insoumise, mouvement auquel j'appartiens, propose comme alternative politique, sur le plan national comme sur le plan international, un projet humaniste, pour vivre donc en harmonie avec les autres êtres humains, dans la coopération plutôt que la concurrence, et ce, conformément à la nature sociale de l'être humain. Le moteur premier de la vie humaine, donc c'est Jacques Généreux qui parle, c'est le souci d'exister en cherchant l'équilibre psychique entre les deux phases du désir d'être soi-même et être avec autrui. Et pour l'être humain, le souci de soi est indissociable du souci d'autrui, puisque nul ne peut être ailleurs que dans les relations à autrui. Chercher à savoir lequel de ces deux soucis l'emporte dans la nature humaine n'a donc pas de sens. Savoir si les intérêts personnels sont convergents ou non, comment le système social agit sur la conciliation ou la confrontation de ces deux intérêts, voilà la recherche pertinente. Or, précisément, l'anthropologie nous apprend que l'intérêt existentiel des êtres sociaux consiste le plus souvent à coopérer et à partager avec les autres. Et ainsi, le problème de l'humanité ne réside certainement pas dans une quelconque pulsion prédatrice entre les individus, Girard. Il tient au contraire au besoin naturel d'être inclus et reconnu dans son groupe, ce désir de reconnaissance, besoin puissant au point de mener les individus vers à peu près n'importe quelle manière d'être. La question n'est donc pas de savoir comment les individus indépendants peuvent convenir de vivre ensemble, l'utilitarisme. La vraie question est de savoir comment une société d'individus, grandie dans l'hétéronomie, peut engendrer la liberté personnelle. Le problème politique majeur n'est pas d'introduire un ordre social sans détruire la liberté naturelle, il est d'introduire de la liberté dans l'ordre social naturel. Pour des humains, faire société n'a en soi rien d'un défi.
La capacité des individus à vivre en société est garantie par leur quête naturelle d'un équilibre entre le besoin d'autonomie et leur besoin d'union avec autrui. Pour un être social, la société n'est pas un contrat facultatif d'échange de services, c'est le lien inéluctable et le moyen même de l'existence. La société, comme ses institutions, constitue dès lors un bien en soi et non un mal nécessaire. La visée d'une société du progrès humain, désormais informée sur la nature humaine, semble ici s'imposer, assurer à chacun la possibilité de concilier ces deux aspirations, être soi et avec autrui, assurer un développement de la société qui offre à chacun une égale capacité à déployer une liberté vraiment humaine. Ce projet est aussi celui du premier socialisme républicain de Leroux à Jaurès et Marx. C'est là ce que Généreux appelle la société de progrès humain. Mais moi, mon problème, c'est que je trouve que, effectivement, faire prévaloir la coopération et l'absence de compétition, en se disant qu'effectivement, les êtres humains, dans les sociétés de pêcheurs-cueilleurs, donc vivaient en toute harmonie, je pense que c'est minimiser la question de la violence et, d'une certaine manière, faire un usage, à mon avis, abusif d'un certain gnosticisme que Généreux tient de ta lecture de Mauss. Voilà. Bon, merci. Tu as lancé plein de pistes, beaucoup de discussions, une notamment sur ton affirmation première, le prendre est premier par rapport au tenir. Ça pourra mériter beaucoup de discussions. Je vous donne la parole aussi, monsieur. Et alors, je suis quand même très intéressé de voir tes deux références théoriques et politiques à la fois, c'est Jacques Généreux et Frédéric Lordon, puisque l'un, tu l'as rappelé à la fin, est maussien, fondamentalement. Frédéric Lordon est anti-maussien, pour des raisons, à mon avis, qui ne tiennent pas 3 secondes, mais enfin, peu importe. Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as expliqué qu'il fonctionnait comme René Girard, alors que lui se dit bourdieusien. Je traduis, Girard égale Bourdieu. Donc, voilà. Alors, monsieur, vous avez demandé la parole. Oui, il y a un micro. Bonjour, le Paris. Tu as dit au début, le don ne va pas de soi avec l'accaparement par le mal dominant. Déjà, l'accaparement par le mal dominant ne va pas de soi parce qu'il est seul et ils sont tous. Donc, il faut voir qu'est-ce qui peut lui permettre d'avoir le pouvoir. Est-ce que déjà, ce n'est pas justement une politique du don? Bon, il faut penser à Franz de Waal. C'est-à-dire le fait qu'il donne à certains, et même le souverain, il donne par exemple plus à ceux qui sont les militaires qui vont l'épauler, les gendarmes en 3 mots. Donc voilà, et s'interroger sur les dominances paternes qu'il y a justement dans les sociétés animales, les primates. C'est-à-dire que le sacrifice n'est pas venu sur rien. Je crois que c'est Luc Laurent Salvador dans un article sur l'hominisation chez Girard qui a dit que ça reposait sur la pointe. Mais en fait, on est venu d'animaux, de sociétés animales qui reposaient sur les dominances paternes. Et un dernier petit point, c'est sur le socialisme primitif, que c'est Jacques Généreux qui dit qu'il est républicain. C'est pas si sûr que ça que dans les années 30 avec Pierre Leroux, il soit républicain. Justement, Marx se disait pas de gauche, il s'opposait aux républicains qui étaient justement les libéraux, enfin la gauche libérale de l'époque. Tu veux répondre, Jean-Pierre? Mais tu m'interpelles sur quoi exactement? Non, donc l'histoire des aliments, le don ne va pas de soi. Je dirais que ça, c'est l'affirmation de Girard. C'est-à-dire qu'il prétend qu'effectivement, il faut partir du contexte animal, et l'animal, justement, va au plus près. Donc, pour qu'effectivement il puisse aller au plus loin, il faut quelque chose qui le pousse, qui le contraigne à le faire. Et donc, Girard affirme que c'est la question de la violence essentielle qui le pousse à le faire, qui le pousse à avoir une attitude qui est antinaturelle, qui est contre-intuitive. Donc moi, après, moi j'attends les arguments qu'on va nous opposer. Moi, je suis assez convaincu par ces arguments-là. Donc comme, d'une certaine manière, c'était l'occasion là aujourd'hui de poser les éléments de la polémique et de voir effectivement comment on pouvait la trancher. Alors après, sur la question politique, moi je suis pas spécialiste du républicanisme. Je connais assez mal Leroux, etc. Là, je renvoie à Bruno Viard qui le connaît beaucoup mieux que moi. Mais en tous les cas,
Jacques Généreux prétend en fait un renouveau, un néo-socialisme, un néo-républicanisme qui se nourrit d'une certaine manière d'une relecture anthropologique très inspirée par Marcel Mauss, qui d'une certaine manière reléguera la question de la violence au second plan, et moi je pense que c'est problématique. Alors moi, si vous voulez, pour l'instant je pose des questions. Je pense que c'est un chantier politique très très important, qui est absolument absent des pratiques militantes. L'ordre me dit d'ailleurs, les militants ne pensent pas. Moi j'ai beaucoup de mal à les entraîner, donc hier j'avais un atelier sur l'humanisme, puisque moi ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est qu'effectivement nous prétendons avoir comme projet alternatif un projet humaniste. Nous prétendons soutenir un néo-humanisme. Donc mais je dis, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mot humanisme? C'est tout, c'est la seule question que je pose. C'est pour clarifier ça que j'essaye de mener ce travail. Et d'ailleurs, bon, être là aujourd'hui, c'est une manière de le mener. Dans la question qui t'a été posée, il était fait allusion aux travaux de France de Waal. C'est une référence absolument fondamentale, parce que ce que montre France de Waal, au contraire, c'est l'extraordinaire présence des pratiques de don dans les sociétés animales. C'est primaire. Le politique du chimpanzé, c'est quasiment, moi je l'ai toujours lu comme l'équivalent laissé sur le don dans les sociétés animales. Ils passent leur temps à se donner des choses. Voilà. Donc dire que le don n'existe pas est compliqué. Et, Bruno, bien sûr, peut-être une mise au point sur le groupe, je ne sais pas le fait. Oui. Merci. En effet, une petite mise au point sur le groupe, ou plus exactement sur le socialisme républicain. Ou la République sociale. Les deux termes sont finalement équivalents. Et le groupe est aussi bien Louis Blanc, qui est un grand inconnu, enfin oublié, je veux dire, qui a eu un succès prodigieux au XIXe siècle. Il y a là tout un mouvement de pensée qui a abouti à Jaurès, et qui ne me semble pas du tout, comme Marx l'a prétendu, être un mouvement libéral. Bon, il est entendu qu'il a été ridiculisé comme une pensée républicaine, petite bourgeoise, utopiste, sentimentaliste. Mais je crois qu'il faut remettre complètement les pendules à l'heure. À l'époque de Leroux et de Louis Blanc, il y avait tout un mouvement républicain social. Il n'y avait pas le marxisme, bien entendu. Il y avait le saint-simonisme et le blanquisme. C'est-à-dire, il y avait des mouvements de planification généralisée qui ont été critiqués précisément par la République sociale d'une façon qui aujourd'hui paraît extrêmement pertinente, compte tenu des échos du saint-simonisme dans les planifications de type marxiste, qui se sont toutes cassées la figure. Donc ce moment me paraît extrêmement précieux, parce que ce socialisme républicain-là faisait une critique systématique et radicale de l'économie politique, bon, et symétriquement, une critique tout à fait prémonitoire et prophétique de la planification, on ne disait pas totalitaire à l'époque parce que l'adjectif n'existait pas, mais c'était bien de ça qu'il s'agit, que les saint-simoniens avaient à l'esprit, et qui ne sait que trop réalisé au XXe siècle. Donc moi je défends cette position comme étant un moment extrêmement précieux qui peut beaucoup nous inspirer encore aujourd'hui. Oui, Philippe. Il me semble que l'un des enjeux aussi de la discussion qu'on aura peut-être après, mais qui a déjà été esquissé, les travaux récents de Jean-Pierre aussi l'ont montré, c'est quand même, est-ce qu'on veut revenir sur la pointe de la pyramide, c'est-à-dire sur la théorie du désir. Et c'est là où il y a débat avec Lordon, c'est-à-dire considérer que le désir spinoziste doit être compris dans la mesure où il renvoie à l'expression de la puissance d'être, à une logique du prendre, à une logique de la prédation, et en tant que tel, très très critiquable. C'est-à-dire qu'à travers de la conception spinozienne du désir, il ne s'agit pas de combler un manque, en quelque sorte, mais c'est cette puissance de vivre qui peut se déployer tout aussi bien et peut-être davantage à travers des formes de coopération qui sont au principe des bonnes passions et non pas des passions tristes. Et Mauss a été un bon lecteur de Spinoza, enfin, je pense que ça l'a fortement intéressé, mais pas dans cette lecture-là, enfin, qui ne tient pas par rapport à Spinoza lui-même, me semble-t-il, mais je ne suis pas spécialiste. Parce qu'il reste 3 minutes, je prends une autre question qui est devant, et madame, et puis on arrêtera là. Alors, il y a un mouvement des communs qui reprend de la vigueur au niveau mondial actuellement, et qui est un petit peu masqué en France, et justement, il y a une filiation entre le mouvement des communs et les aspirations mutualistes, associationnistes, non marxistes, mais non libérales non plus. Alors, comment, est-ce qu'il y a un lien pour vous entre le mouvement des communs
et ce dont il discute aujourd'hui, ou est-ce complètement disjoint? C'est madame. C'est juste derrière. Merci. Alors, moi j'aurais deux choses à demander. Je suis étonnée depuis le début qu'on parle d'interdit. J'ai noté qui est la première condition des liens sociaux. J'espère ne pas m'être trompée. Je suis étonnée que René Girard, à moins que je ne le sache pas, ce qui serait tout à fait possible, en tous les cas je ne l'ai pas entendu d'aucun des intervenants ce matin, ne fasse allusion au décalogue. Parce que, en fait, quand René Girard parle de l'interdit et du fait que l'interdit soit une solution pour régler les liens sociaux et la vie sociale, dans le décalogue, le dernier commandement est quand même « tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin ». Donc, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire que, et Dieu sait si les Juifs sont attachés à la loi. Alors, je suis étonnée qu'on ne fasse pas du tout allusion à ça. Deuxième chose, et ça m'intéresse de vous entendre à ce niveau-là, moi je me dis, en écoutant ce genre de séminaire, très bien pour ma culture, très bien pour ma réflexion, et quid pour ma vie quotidienne, en quoi ça va modifier mon comportement, l'améliorer, le rendre plus humain. Et je fais partie actuellement d'un groupe qui réfléchit pas mal sur les migrants. Et je me dis, et l'autre jour la question était, qu'ont-ils à nous apporter? Dès l'instant où le gouvernement français ou autre gouvernement leur donne quelque chose, ils sont en mesure où ils peuvent recevoir. Et après, qu'est-ce qu'ils vont rendre? Et je me pose cette question, comment peuvent-ils rendre? Et comment, si on regarde la thèse de Moss, comment ça s'articule tout ça? Et comment ça peut nous rendre plus humains? Vous qui êtes de la France insoumise, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Si tu peux répondre rapidement, Jean-Pierre, parce que j'ai déjà pris 4 minutes de retard sur le planning, et je voudrais quand même rivaliser avec Paul, qui a été un président formidable. Alors, je vais essayer de répondre aux deux. La question du désir chez Lordon et chez Girard, en lien avec Spinoza, il y a une différence entre Spinoza et Girard, selon moi, dans l'idée que l'être veut persévérer dans son être. L'être chez Girard est problématique. D'ailleurs, je parle d'ontologie avec un H chez Girard, c'est-à-dire qu'en fait, l'être chez Girard n'est pas satisfait de lui-même et ne cherche pas à persévérer dans son être, il cherche à en changer continuellement. Je disais ça, je discutais de ça avec Bruno Viard hier, je l'ai remarqué, et même chez les gens qu'on pourrait comme ça être très très satisfaits d'eux-mêmes, et d'ailleurs je vous invite, d'ailleurs à titre de document presque, pour moi, anthropologique, à écouter l'entretien que donne dans Brut François Ruffin. C'est extraordinaire sur ce terrain-là. Le rapport à lui-même qu'avoue François Ruffin, sa comparaison avec Macron, c'est un témoignage anthropologique absolument essentiel. Donc je vous invite à le regarder à ce titre-là, c'est-à-dire le rapport à soi-même, justement, qu'on se sent toujours nul, etc. etc. Et moi je pense qu'effectivement, le sujet humain a un rapport problématique à lui-même. Moi je suis parti d'ailleurs de là en tant qu'artiste, c'est-à-dire que je suis parti de Bataille et de la honte, je vais arrêter après, de la honte de soi chez Bataille, puis je suis passé par hasard à Girard. Il se trouve qu'ils ont travaillé à peu près les mêmes terrains. Bon, voilà. Et je pense que la honte de soi est primordiale pour penser l'être et le désir chez Girard. Et d'une certaine manière, je réponds à madame, je pense que réfléchir sur soi-même, sur d'ailleurs même la difficulté d'ailleurs à partager. Alors quand on dit effectivement les communs et tout ça, mais c'est extrêmement, c'est très exigeant de partager même, on le voit bien, le problème de la disparité de la répartition des richesses qui est atterrante.
Donc, et on voit même la difficulté de ceux qui prétendent corriger le tir, ne le font pas, ne le font pas. Voilà. Donc, bon, voilà, je pense qu'il y a... En plus, moi, c'est mon combat, d'une certaine manière, parce que je le fais dans l'espace militant et j'ai beaucoup de mal. Merci Jean-Pierre, bon, on va arrêter là. En tout cas, je trouve qu'il y a une belle piste de réflexion. Moi, j'aime bien la formulation. Le girardisme est-il une ontologie avec un H? Je trouve que c'est une bonne question. Et on va se dire que c'est bien ou pas, mais est-ce que c'est le cas?